Cette vidéo va être très longue. J'ai 1 an. Ma mère surprend mon grand-père au-dessus de moi, à me faire des choses bizarres. Elle se jure de plus jamais le voir et de surtout plus jamais faire en sorte que je puisse le rencontrer. J'ai 4 ans. Je suis à l'école maternelle. Et il y a un gamin qui s'appelle Jean-Baptiste, je me souviens encore de son prénom, qui coince les filles, et notamment moi, pour les obliger à ce qu'on l'embrasse sur la bouche pour nous laisser passer. Il ne nous laisse pas passer tant qu'on lui paie pas comme un... Quand tu vas sur l'autoroute, quoi, et que tu dois payer, tu vois, pour rentrer sur l'autoroute. Enfin si, la même. Et il te le fait plusieurs fois par récré. 4 ans. J'ai 6 ans. Ma mère va chez une collègue qui est dans la même secte qu'elle. Et cette collègue a un fils qui a 13 ans. Il me semble qu'il a 13 ans. Et donc, pendant que ma mère discute avec cette femme, je suis dans la chambre de ce mec, qui est encore un gosse, mais qui est bien plus grand que moi, qui a commencé sa puberté. Je sais plus s'il avait 13 ou 16 ans, en fait. Bref, il était bien plus grand que moi. Et à un moment, je me souviens qu'on est dans son lit. Il a un lit un peu perché, genre en mezzanine, et il y a une télé qui diffuse genre Tintin ou les Simpsons, un truc comme ça. Et c'est confus dans ma tête, mais je sais qu'il me demande de l'embrasser. Alors je sais pas si je l'ai fait ou si juste il me l'a demandé et j'ai dit non. Je crois qu'il l'a fait. Il s'est passé des choses très bizarres. Il m'a touchée, il exprimait des désirs vraiment pas du tout corrects à mon égard. J'ai 12 ans. Je suis allée me poser au jardin d'acclimatation pour prendre un peu l'air en début de vacances d'été. Et je suis en train de jouer avec un agenda électronique qu'on vient de me donner en fait. Donc je suis totalement focus là-dessus. Et il y a un cycliste, un homme, un adulte cycliste qui s'arrête devant moi et qui a l'air totalement... je précise, hein, j'avais 12 ans à l'époque, les smartphones n'existaient pas, on était encore au 3310, Nokia 3310, voilà. Bref, ce mec s'arrête et il a l'air totalement subjugué par mon appareil et donc il me pose plein de questions à son sujet. Et moi du coup j'étais enchantée parce que c'était un nouveau truc dont je prenais connaissance et tout, j'étais en train de jouer avec et faire jouer avec, donc bref. Sauf qu'au bout d'un moment, donc le mec s'était posé à côté de moi et je me rends compte au bout d'un moment qu'il est en train... En fait il est un cycliste, c'est-à-dire il était en vélo mais il est un cycliste, donc on voyait beaucoup de choses. Et je vois que le mec il est en train de se caresser une bosse quoi, une grosse bosse. Je suis pas débile, je sais comment on fait les bébés depuis l'âge de 7 ans, 6-7 ans, donc je sais ce que le mec est en train de faire. Et quand je remarque qu'il est en train de faire ça, là je comprends. Par rapport aux inconnus et tout machin, non en fait le mec c'était un prétexte, mon appareil. Et du coup je sors une excuse bidon que je vais retrouver une amie et je prends mon vélo et je me taille. J'ai 12 ans. Et mon grand-père, le père de mon père, me dit qu'il adore ma nuque. Il me caresse la nuque. Il me dit qu'il a toujours rêvé d'avoir une femme brune alors que ma grand-mère est blonde. Il fait semblant de me faire des guilis et il me touche les seins et le sexe quoi, la vulve. À travers mes vêtements évidemment. En fait la fois qui m'a vraiment... il y avait plus de doute que... Il n'y avait pas de doute que c'était genre limite ce qu'il faisait. Là c'était vraiment... Les limites il les avait clairement dépassées. Ma grand-mère était partie se faire couper les cheveux, se faire coiffer. Elle était partie en ville quoi.
Du coup, j'étais tout seule avec mon grand-père. Je crois que c'était la première année où j'allais dans leur nouvelle maison. Bref, ils avaient vendu ma maison du bonheur quand j'étais gosse et ils avaient acheté une nouvelle. Et bref, dans cette maison, j'avais un étage pour moi en fait. J'ai un troisième étage où il y avait ma chambre. Et il se trouve que là, j'étais dans le salon. Et mon grand-père, je sais pas trop comment ça s'est goupillé. À un moment donné, il s'est retrouvé sur moi, couché sur moi. Et il me faisait des bisous baveux dans le cou. Genre, il me suçait le cou. Enfin, c'était vraiment horrible. Enfin, bref. Et encore une fois, donc, ce que je décrivais, tétanisé. Je sais pas quoi faire. Et là, vraiment, comme dans les films, vraiment comme dans les films, il y a quelqu'un qui a appelé. Enfin, le téléphone a sonné. Et le téléphone... donc le téléphone sonne, et donc mon grand-père se décolle sa ventouse de mon cou. Et du coup, c'est là que je cours au troisième étage, dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, je m'enferme. Je crois pas que la porte, elle s'est fermée à clé, mais j'ai fermé la porte. Et je suis allée de l'autre côté du lit, et ça. Et au bout de quelques minutes, j'entends mon grand-père qui monte. Il m'a demandé si ça allait à travers la porte, mais il n'est pas rentré. On est bien d'accord que lui et moi, on savait que ce qu'il venait de faire, c'était pas normal. Et c'était grave. Je précise quand même qu'au moment de cette scène, j'ai 15 ans et qu'il s'agit de mon grand-père paternel. J'ai 13 ans. Je vais rendre visite à mon père pour la première fois depuis l'âge de 6 ans. Il s'est entre-temps mis en concubinage avec une femme qui a un fils. Il a 10 ans et demi. Et donc je fais sa rencontre à ce moment-là. Et 2-3 jours après mon arrivée, il me dit « Tu sais, y a qu'un rideau qui sépare nos deux chambres. Si je veux, la nuit, je peux te violer. Je peux te faire ce que je veux. Je peux te mater aussi. » J'ai 14 ans. À l'époque, je m'habille en skateuse. Donc j'ai souvent un baggy. Et là, c'est l'été, donc j'ai un débardeur et un baggy. Je vais pour rentrer dans le métro parisien. Donc j'aborde les escaliers. Et à ce moment-là, il y a un mec, un petit mec, la quarantaine. Vous voyez le cliché Elise Moon, le personnage avec les culs de bouteille là, en chien. La même, mais dans la vraie vie. La même, exactement la même, la même personne. Mais c'est pas une caricature, c'est une vraie personne. Ce mec-là monte les escaliers. Donc il commence à les monter au moment où je commence à les descendre. On se croise et le mec, au calme, me caresse le bas-ventre. Parce qu'en fait, comme j'ai un baggy, il est grand, donc il tombe un peu bas. Et du coup, il y a 1 cm de jour entre la fin de mon débardeur et mon baggy. C'est pas la tenue la plus sexy, on s'entend bien, qui soit. Et encore, c'est pas une excuse. Quel que soit ce qu'on porte, même si on est à poil dans la rue, on va se faire agresser. On n'a pas à toucher les gens, et encore moins quand ils sont mineurs et que c'est des gosses. Le mec, au calme, me caresse le dessus du pubis. Comme mec, en passant. J'ai 14 ans. Je mets 12 secondes et demie avant de comprendre ce qui vient de se passer. Le mec s'est déjà barré, hein. Je traite de connard, c'est tout. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Mais en même temps, j'avais 14 ans. Première agression sexuelle de rue de toute ma carrière. J'avais 14 ans. Là, ça va commencer à être compliqué. J'ai 15 ans et 4 mois. Je rencontre un mec sur internet. J'étais avec une copine, on traînait sur internet quand je l'ai rencontré. Mais bon, j'ai été le rencontrer toute seule. Ce mec avait 22 ans. Et il m'a violée à plusieurs reprises, dans mon sommeil notamment. Donc en plus d'être
violeur, c'était un pédophile. J'ai 16 ans. Je me retrouve coincée dans l'appart d'un ex. Et il n'y avait qu'une seule chambre, il n'y avait qu'un lit. On a dû dormir du coup ensemble, il m'a rien proposé d'autre. Et j'avais pas de transport en commun pour rentrer chez moi, ça va, bref. Soirée oblige. J'étais en couple en plus avec mon plus grand amour de ma vie à l'époque, donc vraiment aucune intention, voilà. Enfin, aucun quiproquo quoi. Et en fait, il a passé une bonne partie de la nuit à se frotter la tube contre mes fesses. Il avait 19 ans. Et 20 ans. J'habite dans un foyer pour jeunes travailleuses parce que ma mère m'a mise à la rue à l'âge de 18 ans. Je suis encore à Paris. Je rencontre un prof de batterie sur internet. Parce que quand t'as pas d'amis, t'as pas de famille. Quand t'as pas de famille pour faire le tri dans tes amis, eh ben, tu rencontres des gens comme tu peux. Et du coup, les prédateurs en profitent. Bref, je rencontre un prof de batterie. Enfin, il a le même âge que moi, hein, mais quasiment. Mais voilà. Il organise une soirée chez lui dans laquelle il m'invite. Il habite en banlieue, donc il n'y a que des RER pour aller chez lui. Il m'avait dit t'inquiète pas, il y a plein de chambres chez moi, donc tu pourras dormir dans la chambre de mes parents. Je crois que c'était la chambre de ses parents avec sa mère ou je sais pas quoi. Et du coup lui il avait ça. En gros voilà, on était censés avoir 2 chambres séparées. Et du coup la soirée, moi je suis fatiguée donc la soirée se poursuit sans moi, je monte me coucher, vu que moi j'avais la chance d'avoir une chambre. Sauf que quelques heures plus tard, je me réveille avec quelqu'un dans le lit derrière moi qui me touche les seins. Alors que j'étais censée passer la nuit toute seule dans un lit. Je me réveille, tétanisée, je trouve une porte de sortie, dans le sens où je fais comme si j'allais pisser en fait. Donc je me lève, j'enlève les sales pattes de ce quelque tard là, et je vais pour aller aux toilettes. Et je m'enferme dans la salle de bain, je sais pas combien de décennies, mais je reste super longtemps dans la salle de bain. Super longtemps dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas. Je peux pas sortir de là parce que on est super loin de Paris, il n'y a aucun moyen de transport, il n'y a pas de noctilien à cet endroit de la banlieue quoi. Donc il est genre 3h du matin, donc j'ai 3 bonnes heures avant d'avoir un bus ou un espoir quelconque de me barrer. Je suis dans la merde, je sais pas quoi faire. Et je crois qu'au bout franchement, je sais pas combien de temps je suis surveillée, mais je suis restée excessivement longtemps. Je suis ressortie en me disant, dès que le jour se lève et qu'il y a moyen de prendre un bus ou quoi, je prends mes affaires, je m'enfuis en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai pris mes affaires, je me suis barrée, j'ai pas dit au revoir, je me suis barrée et j'ai plus jamais revu ce type. Ça va être très compliqué. Ça va être très 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 compliqué. De se souvenir déjà de tout. C'est super dur. Parce que le cerveau a cette merveilleuse capacité d'occulter les choses pour le protéger, pour se protéger. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail plus que ça. Je vais survoler de mes 18 à mes 25 ans. J'ai été victime de viol. Je me souviens d'un dans un camion. Je me souviens d'un où j'étais bourrée et fatiguée. Et le mec, à la dernière minute, a insisté pour rester alors que tout le monde est parti. J'ai supplié du regard les autres pour qu'ils partent pas. Ils sont partis quand même. Et je me suis réveillée avec ce criminel qui faisait son affaire. On est manipulateur. Je me souviens des mecs qui te déshabillent, qui en fait ils te regardent pas. S'ils te regardaient, ils verraient sur ton visage que t'es abasourdi, tétanisé. J'ai un mec comme ça qui me propose un massage et 10 minutes après, son affaire elle est faite. J'ai même pas compris comment ça s'est passé.
Il est parti se doucher, je me suis enfuie. Une psychiatre qui m'a reproché le fait de pas avoir su rétorquer quoi que ce soit à mon petit frère quand il m'a dit ces choses terribles, ces menaces. Et par la suite, je me suis rendu compte que mon corps ne réagissait pas quand j'étais victime d'un viol et qu'on me faisait subir. Je bouge pas, je bouge plus, je n'arrive pas. J'ai pas cet effet de je sors de moi, mais je n'arrive pas à bouger. Je fais vraiment l'araignée morte, vous voyez, comme si j'avais inconsciemment, hein, c'est une partie du cerveau qui a pas évolué, comme si ma vie était en péril, et du coup je ne sais pas quoi avoir comme réaction. Taper, crier, hurler, m'enfuir, comme si aucune de ces solutions ne pouvait fonctionner. Je le sais, et du coup le calcul il sait pas se faire en fait. Je bug comme un ordinateur, une boucle infinie, ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai appris que ça s'appelait l'effet de sidération. C'est pour ça que c'est important, quand une femme fait l'étoile de mer et qu'elle a pas l'air d'accord, ou que t'es pas sûr qu'elle est d'accord, c'est que t'es en train de la violer en fait. Parce que si le d'accord il est pas clair, limpide, et qu'il y a un doute, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est un viol. Post-scriptum de la période de 19-24 piges, 25 piges, là, quand vous insistez pour vous finir dans une meuf, c'est un viol aussi. Si la meuf, elle a plus envie, parce qu'elle a le droit de changer d'avis en fait, ou juste parce que vous êtes tellement des tanches que vous faites mal, parce que vous y prenez comme des manches à balai, et ben vous insistez pas pour vous terminer. Parce que c'est pas un vide-couille la nana, c'est une personne, c'est un individu, c'est un être humain. Je sais que vous oubliez ça souvent, que les femmes, ce sont des êtres humains, mais les femmes sont des êtres humains au même titre que vous, ni plus ni moins. Donc elles ont autant le droit que vous de changer d'avis. Si elles ont plus envie de finir leur assiette, elles finissent pas leur assiette, tu vas pas leur enfoncer la gueule. Donc si elles ont pu faire l'amour avec toi et qu'elles te le disent, c'est même pas genre elles te font comprendre, c'est carrément elles te le disent. Même si elles te font comprendre, ça devrait te suffire, mais là clairement elles te fait un dessin quoi. Tu n'insistes pas. Il n'y a pas à tergiverser, à écrire une dissertation pour te convaincre que tu leur foutes la paix. Si elles te demandent d'arrêter, qu'elles n'ont plus envie, elles retirent leur consentement, tu arrêtes. Ça aussi, c'est un viol. Dans cette période, évidemment, harcèlement. En fait, il se passe pas, c'est simple. J'habite à Paris et il se passe pas une seule semaine sans qu'il n'y ait pas au moins un truc grave qui m'arrive. Des gens qui me suivent, des insultes, des propositions salaces, c'est combien. Il y a toujours, voilà, il n'y a pas une seule semaine sans qu'il se passe pas des agressions. Je me souviens notamment d'une fois où je rentrais d'une soirée avec des potes et le mec, je demande mon chemin, non c'est lui qui demande son chemin en vélo et le mec se colle sa bouche et m'enfonce sa langue dans la mienne. Au calme. Voilà, que des histoires comme ça. Et quand j'ai déménagé de Paris, donc j'avais 25-26 ans, il s'est passé des choses assez graves, donc j'ai emménagé à Aix-en-Provence. Des voitures qui te suivent et je me souviens notamment d'une fois où un mec m'a suivi. Enfin non, j'étais pas toute seule, j'étais avec une pote, on rentrait justement d'un bar à 4h30 du matin. Ce mec nous suit et on n'est pas intéressé clairement, c'est la nuit, tu suis pas les gens, déjà je comprends même pas que ce soit légal de suivre des gens parce que c'est rare que tu suives des gens avec une bonne intention et si tu les suis c'est qu'ils sont pas consentants pour être à côté de toi, donc ça déjà c'est chelou. Bref, mais le mec nous suit en nous insultant et tout machin. Et en fait, au bout d'un moment, moi je ne me laissais pas faire. Ma pote était tétanisée. Elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle ne disait rien. Et moi j'essayais de le décourager en mode tough girl, tu vois, genre je me laisse pas faire et tout. Mais le mec ne lâchait pas. Et en fait, je désespérais de trouver une rue où justement il y a des gens, parce qu'on était toutes seules, et qu'il y a des gens où je puisse les alpaguer en mode il y a un problème, ce mec nous suit. Et heureusement, il y a un moment donné où il y a un duo de mecs qui s'amènent, qui viennent dans mon direction, et du coup je les alpague en leur disant ce mec nous suit, nous insulte, il nous menace depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et du coup, les deux mecs, l'un des deux mecs, son pote le suit, interviennent. Ils essaient de le raisonner, ouais mais tu comprends, il est 4h du matin mec, tu les suis, c'est la nuit et tout, elles veulent pas, c'est normal aussi. Enfin, ils essayent. Et en fait moi je restais pour lui donner un cookie à ce mec, pour le remercier d'être intervenu.
Sauf qu'en fait, notre agresseur, il se calmait pas en fait. Il nous demandait pourquoi on restait là. Donc on a fini par se barrer. Donc oui, une fois, il y a un mec qui est intervenu. Mais Holmen, puisque lui aussi a grandi dans une société patriarcale qui l'avantage avec ses privilèges, et qu'il a forcément, même sans le vouloir, dit ou fait quelque chose qui a constitué une agression, une micro-agression, ou qui a cautionné une autre agression. Et c'est peut-être justement, très probablement pour ça, et après notamment des remontées de témoignages de sa sœur, de ses cousines, de ses petites copines, qu'il a fini par comprendre et par agir à cette occasion. Et je l'en remercie. On est bien d'accord, je dis minimum une fois par semaine, c'est le seuil minimal. C'est pas la norme. C'est grand minimum. Parce que ça arrive même plutôt plusieurs fois par jour, en fait. Enfin, par jour ou de sortie. Quand je sors, ça arrive plusieurs fois en une sortie. C'est d'ailleurs ce qui qualifie le harcèlement. Elle t'a vu, hein. Elle est pas débile. Elle sait que t'es là, que tu la mates. T'es pas discret. Tu la regardes avec beaucoup trop d'insistance. Elle veut pas de toi. Elle veut pas de toi. C'est pour ça qu'elle te regarde pas. Elle te fuit du regard de tout. Tout son corps te fuit, en fait. Parce qu'elle ne veut pas de toi. Il y a aussi pléthore d'agressions sexuelles que j'ai vécues, que j'ai subies de la part de médecins. Donc on va se les coltiner là d'une traite. Aux alentours de 20 ans, du coup la vingtaine, j'ai eu un pneumologue super renommé, très connu à Paris, à Montrouge, super famous et tout, qui, quand il m'écoute respirer, il fait exprès de soulever ma chemise ou mon t-shirt ou quoi, pour me mater en même temps que, tu sais, les autres médecins, ils font ça en fait. Lui, non. Lui, il soulève ton truc et il te regarde bien. Du coup, la fois suivante, parce que j'ai des graves problèmes respiratoires, j'ai juste un peu besoin de me faire soigner, j'y vais avec un truc pour cacher, pour pallier la salauderie de cette immondice, quoi. Et là, il me fait des réflexions comme quoi j'ai mis des dessous affriolants pour lui plaire. Non, j'ai juste mis une brassière de merde pour que t'arrêtes de me casser les couilles et t'arrêtes de me mater, en fait, gros dégueulasse. Le mec avait juste la cinquantaine, hein. J'ai eu un gynécologue, évidemment, qui forme une gynécologue, donc c'est la gynécologue qui s'occupe de moi. Lui ne surveille rien, donc en fait il fait pas son... C'est même pas genre il la tuteur ou quoi, c'est juste elle travaille à sa place et c'est lui qui se payait. Et quand elle a bien fini, donc il n'y a plus du tout besoin de contrôler quoi que ce soit, le mec se ramène entre mes jambes et il fait un jeu de regard genre... Plus récemment, j'avais besoin de voir un phlébologue. Et ce phlébologue, donc c'est un phlébologue pour les personnes qui ne savent pas forcément, c'est un médecin des veines et donc il est censé ausculter tes jambes pour voir si t'as des problèmes, si t'as mal aux jambes ou des veines, ou en gros qui vérifie que tout va bien ou pas. Et du coup, il est censé faire une sorte d'échographie des jambes, quoi. Et du coup, pour le rendez-vous, j'avais fait exprès de mettre un short plus court que celui-là. Tu vois, un short genre giga, genre court comme Mac, tu vois, giga court. Il y avait pas de, tu vois, il y avait genre ça. En fait, c'était limite ras de la toche, quoi. Et le mec, avec cette longueur de short-là, où j'avais fait exprès justement de porter ça pour qu'il ait bien toute la place pour faire son taf, le mec me fout la main à l'aine. Tu vois, l'aine, c'est genre la chatte, en fait. C'est la chatte, entre la chatte et ta cuisse. Il me fout la main à la toche, le mec, au calme. Et du coup, je me repousse et je lui dis, alors attendez, parce qu'entre-temps, du coup, j'avais mon diagnostic, la légitimité du diagnostic, je lui dis, je suis autiste, je supporte pas qu'on me touche sans mon consentement, et encore moins à cet endroit-là. C'est mon chat. Donc, au moins prévenez-moi, expliquez-moi ce qui se passe, quoi. Mais me touchez pas à un endroit aussi intime sans me prévenir au moins, quoi, en amont. Et du coup, il a passé tout le reste de la séance, de la consultation, à
à se justifier, à m'expliquer ce qu'il faisait et tout. Enfin, le mec, déjà, il m'accueille, il se trompe dans mon prénom. Il m'appelle Lydia alors que je m'appelle Luna, ou un truc comme ça. Je dis non, je m'appelle Luna. Il me fait c'est pas grave, ça change rien. Déjà, il paye ton respect. Il me touche la chatte au calme. Voilà. Il est vénère, du coup, il est courroucé, il est irrité que voilà, j'ai osé remettre en question sa pratique. Il se trouve quand même que du coup, parce qu'en plus il faisait la moitié du taf, il me piquait pas les veines, donc du coup je suis allée chez quelqu'un d'autre. En l'occurrence cette fois-ci j'ai bien fait exprès de choisir une femme comme médecin. Et en fait la médecin qui m'a auscultée, elle est pas montée plus haut que là. Ok ? Elle est genre même pas montée à la moitié de mes cuisses. D'accord ? Et avec son appareil et avec ses mains. Donc clairement le mec il avait pas à mettre sa main là en fait. Il n'y avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Donc il l'a fait juste pour son pur plaisir, juste pour son plaisir personnel. C'est la seule raison pour laquelle il a eu à faire ça. Il n'y a pas d'autre justification en fait. Elle a très bien fait son travail, elle est tombée sur des conclusions tout à fait adéquates. Elle n'a pas eu besoin de monter jusqu'à ma toche pour tomber dessus en fait, sur ses conclusions. Donc c'est la raison pour laquelle, malheureusement, je ne vais plus voir des médecins hommes. Parce que des exemples comme ça, j'en oublie là. Il y en a pléthore. Là, je vous en ai cité 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et je veux juste plus avoir. Déjà que les mecs. Déjà, les mecs dans l'absolu ont l'ascendance mansplaining, tout ça, mais quand ils sont médecins, l'ego laisse tomber quoi. Et je veux plus me retrouver dans des situations comme ça où les mecs sont plus pissés et ils abusent totalement de leur position. Donc je refuse maintenant de voir des médecins hommes. Et du coup, malheureusement, ça m'empêche souvent d'avoir accès à certains soins, quoi. Ou dans le meilleur des cas, ça m'oblige à partir excessivement loin. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un truc 45 minutes à pied, donc genre 10 minutes en bagnole, je suis obligée de faire 1h30 de bagnole pour trouver des soins. Et ça, c'est pas normal. J'ai 31 ans. Et un mec que j'ai rencontré sur internet, qui fait le même métier que moi, qui est très intelligent et probablement autiste comme moi, on discute pendant des mois et des mois. Et il est venu chez moi passer quelques jours. Et après un premier épisode zone grise, où je lui précise bien pour être sûr que c'est limpide, que c'est clair et que c'est pas il a mal compris. Parce que ce monsieur se targuait d'être féministe, il m'a même prêté plein de bouquins super intéressants dans le domaine. LOL. Je précise qu'il ne se passera rien parce que je suis exténuée et que j'ai pas envie. Et je me suis endormie, tant bien que mal, avec ce mec qui frotte sa tub contre mon arrière-train. Pour s'endormir, je ne sais pas, je comprends pas, je ne sais pas. J'ai bien dit, il se passera rien, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je l'ai verbalisé, c'est pas genre seulement langage physique où je me pousse ou quoi, c'est genre je te l'ai dit avec des mots, t'as vu, je t'ai dit j'ai pas envie, wesh. T'as même pas besoin de dessin, je te l'ai dit. Et le mec fait ça. Et j'étais tellement épuisée en fait, vraiment, que je me suis endormie au bout d'un moment, tétanisée mais au bout d'un moment, et en fait je me suis réveillée d'un cauchemar. Étonnamment. Et je l'ai viré du lit après ce cauchemar. Et il a pleuré. Je m'en veux. Ça fait quand même 2-3 fois, mec. Là, je t'ai carrément fait des phrases jolies et tout. T'as vu, je t'ai bien précisé. Là, c'est de la mauvaise volonté, mec. Et là, ton féminisme. Holmen. Je vais m'arrêter là. J'en ai oublié. Je le sais. Mais je vais m'arrêter là. J'essaie de garder ça, même les trucs coupés, parce que je parle trop vite, je commence à parler avant d'appuyer sur le bouton. Ou voilà, j'ai essayé en fait de garder le truc le plus brut possible pour qu'on voit dans mon langage non verbal à quel point c'est sincère. Je vais m'arrêter là. Déconstruisez-vous. Faites un effort. Remettez-vous en question. S'il y a autant de témoignages et autant de choses terribles qui se passent dans une seule vie de toutes ces femmes,
c'est que vraiment il y a un problème dans cette société. Et il serait temps que vous en preniez conscience, parce que la très grande majorité de ces méfaits sont commis par des hommes. C'est pas 50-50, 60-40, non. C'est 98%, c'est vous les gars. Donc plutôt que de perdre le temps de tout le monde à Not All Men, le langage inclusif et mon cul sur la commode, vraiment, arrêtez. Arrêtez vos potes quand ils font de la merde. Arrêtez vos potes quand ils font des blagues de merde. Parce que c'est pas des blagues pour de vrai, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc ne cautionnez pas. Empêchez-les de faire de la merde. Éduquez-les. Éduquez-vous entre vous. Mais ça suffit l'impunité en fait. Juste réagissez. Faut vraiment que ça s'arrête. Épilogue. Ce qui me fait pas mal halluciner, c'est que en tant qu'autiste, même en tant qu'autiste, j'arrive à capter, même si je comprends pas les gens, j'ai du mal à comprendre les gens, j'arrive à capter quand ils sont mal à l'aise. J'arrive à capter quand il y a un pépin, tu vois. Du coup, je me dis c'est pas possible quand vous êtes en train de faire des choses à une personne, c'est impossible que vous vous rendiez pas compte dans sa gestuelle, dans son expression faciale, que vous regardez pas. C'est impossible que vous vous rendiez pas compte qu'il y a un souci. Moi, ce que je perçois, ce que j'ai perçu dans ce genre de situation, c'est qu'en fait, vous choisissez sciemment de l'ignorer. Vous le savez, même si vous n'êtes pas sûr, vous l'avez capté, c'est impossible de l'avoir raté. Et même moi, je le rate pas, c'est impossible de l'avoir raté. Mais vous choisissez de le mettre de côté. C'est terrible. Vous choisissez d'ignorer cette information. Vous faites ce choix-là. Y compris quand on vous la verbalise. Quand vous avez une personne qui translate dans la rue, elle va d'un point A à un point B, elle doit se rendre quelque part, d'accord ? À quel moment pour vous, quand, je sais pas, genre, elle tire la gueule, elle marche vite, ça se trouve, elle est pressée, elle a ses écouteurs. Wesh, elle est pas dispo, t'as vu ? Elle fait sa vie, tu vois. À quel moment, dans votre cerveau, c'est normal pour vous d'aller l'interrompre et le pire, c'est genre pour lui donner votre avis sur sa plastique. À quel moment on a quelque chose à faire ? À quel moment, quand on vous a éduqué, on vous a fait croire que votre avis était si important ? Parce qu'en fait, on s'en fout de votre avis. C'est un truc de dingue, c'est genre, on vous l'a pas demandé parce qu'en fait, on s'en tamponne l'oreille avec une babouche de votre avis. On n'en a rien à faire. On vous l'a pas demandé. Vous pouvez le garder. Et étonnamment, vous faites pas ça. Quand vous êtes hétéro, vous faites pas ça avec les hommes. Vous allez pas leur interrompre dans leur marche dans la rue pour leur dire « Ah, j'adore tes chaussures. Ah, j'adore ton pantalon. Ah, je te trouve trop beau et tout. » Non, tu dis pas ça. Et après, le traité de salaud quand il sera sa route parce qu'il dit « J'ai pas le temps et j'ai pas envie, je m'en fous de ton avis, ouais, je dégage. » Non, vous faites pas ça. Étonnamment. Et étonnamment, vous priorisez ça, vous priorisez votre personne à la personne avec laquelle vous interagissez, alors qu'elle vous fait comprendre en long, en large et en travers, par sa démarche, par sa dégaine, par sa tenue vestimentaire, par ses putains d'écouteurs, qu'elle en a pas envie, elle s'en fout de vous, elle veut juste vivre sa vie narmole. Elle demande pas la lune, hein, vraiment. Une fois dans votre vie, il y a une femme qui est venue vous voir pour vous dire « Wesh, ta calvitie, mec, c'est ignoble. T'as une tête de gland. Ton crâne, on dirait un gland. Un gland décaloté, wesh, c'est immonde. » Ou je sais pas, wesh, t'es tellement poilu, on dirait tes cheveux, ils sont tombés de là, c'est trop laid, mec. Mais t'es trop moche. Mais t'es bedonnant, mais je sais pas quoi. Non. Y a aucune meuf, même aucun mec, y a personne qui vient vous voir dans la rue pour vous dire ce qu'il pense de votre physique. Et s'il le faisait, vous vous en foutriez de son avis. C'est personne pour vous, vous la connaissez pas cette personne. Vous lui avez rien demandé. Qu'est-ce qui vient vous emmerder ? Si vous transposez juste 2 secondes la situation, c'est impossible que vous compreniez pas, ou alors vous avez un QI, c'est pas possible. Il m'est à plusieurs reprises arrivé j'ai réussi en fait à confronter le violeur à ce qu'il m'avait fait, en essayant de comprendre pourquoi il avait fait ça.
La fois qui me vient, la première fois qui me vient à l'esprit, c'est la fois où j'ai confronté le mec qui m'a violée dans mon sommeil. Et je lui ai expliqué que tu ne fais pas l'amour à une personne qui ne bouge pas et qui est droguée, enfin je n'étais pas droguée mais qui est inconsciente par l'alcool ou la drogue, moi c'était l'alcool, et en plus je dormais. Tu fais ça à personne en fait, tu fais pas ça. C'est juste, c'est inscrit dans la loi, tu vois, genre... le viol par surprise, la surprise ça fait partie des... Voilà. Et quand t'es en train de dormir, que t'es pas consciente et que t'as une bite qui te rentre dans le cul, c'est de la surprise, tu vois. Donc je lui ai expliqué ça. Et j'essaie de comprendre du coup pourquoi il avait fait ça et qu'il fallait pas faire ça. Genre je suis sa mère en fait, je suis sa mère ou son juge, ou je sais pas, mais voilà, j'essaie d'expliquer la vie. Genre c'est mon rôle, tu vois, de victime de sa propre agression, de lui apprendre la vie. Bon, j'ai réussi à le faire, cette fois-là notamment. Il a rigolé. En fait, la première réaction, c'est toujours blocage. C'est genre, mais tu vas me traiter de violeur quand même Voilà, alors que c'est ce que t'es, hein, ce sont tes actes, que tu l'assumes ou pas, c'est ce que tu es factuellement. Première réaction, c'est genre t'es outré, enfin ils sont outrés que voilà, tu oses les qualifier d'un truc aussi abject. Et l'autre le truc qui suit, c'est en seconde position, c'est le chougnage. Il chougne, il pleure. Il pleure ou même s'il n'y a pas de larmes, tu vois, genre il chougne parce que oh là là, mon Dieu, mais comment ai-je pu voilà. Ça, c'est la meilleure réaction que tu peux espérer, c'est celle-là, de toute manière. Clairement. Mais la plupart du temps, c'est le braquage. Ah, c'est ça, c'est la colère. Je me braque et hors de question que j'entende ça, il va se faire foutre. Ou carrément rigoler. Le mec s'est barré, enfin, mon porte en rigolant. Et j'ai pleuré 42 millénaires après. C'est pas vraiment moi qui essaie de comprendre, j'essaie de lui faire comprendre à quel point ces actes sont graves et problématiques, parce que mon objectif, c'est qu'il ne les reproduise plus. Du coup, je me retrouve dans cette situation de professeur ou de psy, j'en sais rien, alors que c'est pas du tout mon rôle, on est bien d'accord. Mais mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'autres victimes après moi, en fait. Donc j'essaie de déclencher chez lui une prise de conscience, parce que je me dis, il y a quelque chose qui a été raté dans son éducation. C'est quand même extrêmement cocasse, parce que tu chouignes, c'est-à-dire que tu te transformes toi-même en victime, qu'après tu te retrouves toi victime de viol, limite à consoler ton bourreau parce qu'il pleure. Et c'est ça qui est terrible. Et le pire, c'est que j'ai lu dans d'autres témoignages, en fait, j'étais pas la seule à m'être retrouvée dans une situation où tu te retrouves à consoler le mec qui t'a violé parce qu'il pleure, que tu l'aies mis en face de ses propres actes abjects. C'est pas du foutage de gueule. Toi, t'es un cisman, mais tu violes rien du tout. Puisque t'es castré.